Mercredi 19 octobre 2022, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Les titres. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, a tenu une séance d'échange avec les acteurs des services déconcentrés. Objectif, élaborer et présenter le budget exercice 2023. Le point de ces échanges à suivre dans cette édition. Le militantisme est le fait de s'engager à défendre une cause, ceci tout en appartenant à une association. Quels peuvent être les avantages liés à ce genre d'engagement? On en parle dans cette édition. En interactualité, à la demande des autorités de transition malienne, la République populaire de Chine a offert 1400 kits alimentaires pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Plus de détails dans le développement. À nouveau, bonjour. Annoncé pour se tenir ce mardi 18 octobre, la première audience foraine de la Cour constitutionnelle a effectivement eu lieu à la Cour d'appel de Parakou. À cette audience, 10 recours provenant de la région où se tient l'événement ont été examinés. Le point avec notre équipe de reportage qui a suivi pour vous cette audience inédite. Pour la première fois, la Cour constitutionnelle est délocalisée à Parakou. C'est à travers l'audience foraine qu'organise l'institution ce 18 octobre 2022. En prélude à cette activité inédite dans le Septentrion, une conférence publique pour éclairer les citoyens. Celui qui quitte Malanville pour venir répondre à la Cour constitutionnelle à Cotonou n'a pas les mêmes obligations que celui qui quitte Calavi ou Alada. Donc c'est pour amoindrir ces coûts à l'égard des populations de la région septentrionale que nous avons engagé ces audiences foraines. C'est une première expérience, mais que nous tenons donc à rééditer et à la faire autant de fois que c'est possible pour permettre à tous les citoyens de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle. La procédure devant le juge constitutionnel béninois, c'est le thème de communication présenté afin d'expliquer aux participants les attributions de la Cour constitutionnelle, comment la saisir et qui est habilité à le faire, aussi comment est conduite la procédure. Mais d'abord, les attributions de l'institution. Le contrôle de constitutionnalité des normes, premièrement. Deuxièmement, la régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Troisièmement, l'étude et la sanction des violations des droits fondamentaux prévus par la Constitution et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est un texte annexe à la Constitution du Bénin et qui fait partie intégrante de la Constitution du Bénin. Et quatrième grand domaine de compétences, ce sont les compétences en matière électorale, notamment l'élection du duo président de la République, vice-président de la République, les élections législatives, mais également le contentieux du référendum. Il faut dire que pour les lois organiques votées et non encore promulguées, seul le président de la République peut saisir la Cour constitutionnelle pour vérification de leur conformité à la Constitution avant que ces lois organiques ne soient promulguées et n'entrent en vigueur. En ce qui concerne les règlements intérieurs des institutions constitutionnelles non juridictionnelles, parce que quand vous voyez la liste, il y a l'Assemblée nationale, la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication et le Conseil économique et social. Leurs règlements intérieurs doivent être soumis à la Cour constitutionnelle par le président de chacune de ces institutions avant sa mise en application. Avant donc de saisir la Cour constitutionnelle, il importe de savoir comment le faire. La Cour constitutionnelle est saisie par une requête. Celle-ci est déposée au greffe de la Cour qui l'enregistre suivant la date d'arrivée. L'alinéa 2 précise quelque chose de très important. L'alinéa 2 de cet article 28 du règlement intérieur précise « La requête peut être aussi déposée par voie électronique ». Pour être valable, la requête émanant d'un citoyen doit comporter ses noms, prénoms, adresse précise et signature ou empreinte digitale, pour ceux qui ne peuvent pas signer.
La requête émanant d'une organisation non gouvernementale ou d'une association, quant à elle, pour être valable, doit comporter les noms, prénoms, indication du siège social et signature de son ou de ses dirigeants. La conférence a aussi permis d'être éclairé sur la conduite de la procédure jusqu'à son terme, ce qu'auront la chance de mieux comprendre les citoyens qui prendront part à l'audience foraine qui se tient ce mardi à la cour d'appel de Parakou. 130 milliards de francs CFA, c'est le montant de financement décroché sous la signature du ministre de l'Économie et des Finances Romuald Wadani à Washington pour le compte du Bénin. Le fruit d'un accord qui vise à assainir le cadre de vie au Bénin et lutter contre les inondations. Émeric Okupeli pour les précisions. Cette signature d'accord de financement entre le ministre d'État béninois chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani, en présence de plusieurs responsables des institutions financières mondiales, en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet BRIC, entendez Building Resilient and Inclusive Cities. Selon le gouvernement, ce projet de construction de villes résilientes et inclusives est une composante du programme d'action du gouvernement 2021-2026 qui permettra principalement le renforcement des infrastructures d'assainissement et de lutte contre les inondations dans 7 communes du Bénin dont Alada, Aplahoué, Tassazoumé, Djougou, Kandi, Lokossa et Pobé. Le projet vient en complément au projet d'assainissement pluvial des villes secondaires actuellement en cours de mise en œuvre dans les communes de Porto-Novo, Abomey-Calavi, Boycon, Abomey, Ouida, Semenpodi, Parakou et Natitengu. Il faut noter que selon la Banque mondiale, le coût total du projet est de 1,4 milliard de dollars et sera achevé d'ici 2028. La signature de cet important accord de financement vient renforcer les efforts du gouvernement visant l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment celles en proie aux phénomènes cycliques des inondations dans le pays. Merci à Émeric Okupeli pour cet élément. Le lancement officiel de la Semaine du numérique a été effectué ce mardi 18 octobre 2022 à Cotonou. L'événement phare du secteur de l'économie numérique au Bénin, organisé chaque année par le ministère de tutelle, s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État à digitaliser tous les secteurs d'activité et toutes les localités béninoises, des plus proches aux plus reculés. Reportage Moucharaf Soumanou, bonne aventure à Lyon. Ce rendez-vous incontournable du secteur du numérique, dont l'édition actuelle est placée sous le thème « Le numérique au service du développement des collectivités locales », a connu son lancement officiel par cette innovation inédite. La surprise qui nous attend. Pour cela, je vous prie, mesdames et messieurs, d'ovationner très fort. Absente physiquement, à l'inverse des éditions précédentes, la ministre du numérique et de la digitalisation a fait son apparition en image hologramme pour saluer la présence et rappeler la motivation du choix du thème de cette édition. Je suis donc d'autant plus ravie de vous compter parmi nos illustres invités à l'ouverture officielle de l'édition 2022 de la Semaine du numérique. Votre présence est une preuve évidente que ce rendez-vous annuel est tout aussi important à vos yeux qu'aux nôtres et tient une place de choix dans vos agendas. Le choix de ce thème vise à susciter et à focaliser nos réflexions sur les politiques publiques, les projets, les initiatives de l'écosystème par lesquelles le numérique pourrait changer la vie des communautés et impacter les collectivités locales. Poursuivant sa prise de parole, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, présente sur le lieu du lancement officiel, grâce à cette technologie de haute pointe, rappelle qu'en dépit des difficultés, bon nombre de réalisations ont été effectuées aujourd'hui, ce qui positionne le Bénin à un rang élevé au classement des pays digitalisés de la sous-région. Mesdames et messieurs, il y a 2 ans, en 2020, la SONOM s'était achevée sur la feuille de route vers notre maturité numérique. 2 ans après, nous pouvons affirmer que nous avons fait des progrès. Nous avons eu des avancées, chacun à son niveau et tous ensemble collectivement, en dépit des défis auxquels nous faisons face au quotidien.
Ces réalisations que sont entre autres la mise à disposition de plus de 1000 services publics en ligne à travers le programme de gouvernance électronique et la mise à disposition de 10 sites sur le réseau béninois d'éducation et de recherche sont appréciés ici par le directeur régional Afrique de Sofricom. Il y a depuis les 5-7 dernières années, une vraie prise de conscience, une vraie envie de faire et d'aller vers le numérique, mais l'envie est vaine s'il n'y a pas d'action derrière. Et je pense que le ministère du numérique et de la digitalisation est vraiment rentré dans des plans d'action qui sont vraiment réels, avec des financements bien sûr, mais surtout avec un travail fait sur le terrain avec des sociétés comme nous. Cette semaine du numérique, qui a débuté le 17 octobre, va prendre fin le vendredi 21 octobre 2022. Outre les différentes activités, il va se tenir le Forum des collectivités locales, un forum qui va regrouper les acteurs de l'écosystème numérique, les maires et secrétaires exécutifs des mairies pour discuter des questions de développement numérique dans les collectivités locales. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akothéon, a échangé avec les acteurs au niveau local et des services déconcentrés. À l'orée du 3e trimestre, les performances des 2 précédents trimestres ont été évaluées et le projet de budget de 2023 élaboré et présenté. Le point avec Jeannot Dopéon et Edouard Kakbo. C'est un dialogue de gestion qui a réuni différents acteurs de la gouvernance locale. Il a été question d'une évaluation sur la gestion du secteur de la décentralisation au regard des différents résultats planifiés pour le compte de l'année 2022. Le projet du budget 2023 a été présenté afin de poursuivre l'amélioration des conditions de vie des populations à travers le renforcement des services sociaux de base, la protection et le développement équilibré et durable de l'espace national. Dans ce cadre, et en vertu des exigences de la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances et des réformes qu'elle a induites, nous avons élaboré à bonne date, en relation avec la Direction générale du budget, tous les principaux documents budgétaires de notre secteur, notamment le document de programmation pluriannuelle de dépenses, les projets annuels de performance des programmes budgétaires et enfin le tableau de budgétisation, autrement appelé PTA, dont le projet sera transmis au bureau d'analyse et d'investigation pour analyse avant la fin de cette semaine même. En collaboration avec les acteurs au niveau local et déconcentré, les ministères sectoriels, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, plusieurs travaux ont été exécutés au cours de cette assise. Le ministre fait le bilan du plan de travail exécuté par les différentes structures du ministère dont il a la charge. Il ressort des travaux préparatoires au présent atelier que le budget du ministère est exécuté à 84,91% base engagement et à 80,90% base ordonnancement, hors dépenses du personnel, pour une cible de 75% à fin septembre. En ce qui concerne le taux d'exécution physique, il est estimé à 54,17% sur la base des pondérations des activités au PTA. Plus spécifiquement, le programme d'investissement du ministère est exécuté à 82,06% base engagement et à 78,26% base ordonnancement pour un taux d'exécution physique de 71,81%. À ce jour, les FADEC fonctionnement et investissement pour ce qui est des ressources intérieures sont engagés et ordonnancés à 100%. Ces performances, toutes au vert, confirment à suffisance la volonté du gouvernement d'impulser le développement de notre pays en partant de celui de nos communes. L'accompagnement du gouvernement dans la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation s'illustre une fois encore à travers un taux d'accroissement budgétaire de 30,24% entre 2022 et 2023.
C'était donc un élément de Jeannot Dopéon présenté par Modeste Dossou-Togbe. À la fin des travaux, quelques participants ont livré leurs impressions et attentes pour le compte de l'année 2023 au niveau du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. On les écoute. Nous sommes à un dialogue de gestion, le troisième au titre de l'année, pour ne pas dire que le dialogue de gestion au titre du troisième trimestre. Et ça nous permet quand même d'apprécier l'exercice en cours, d'évaluer les performances qui ont été réalisées et surtout de se projeter sur l'année à venir, l'année N+1, c'est-à-dire l'année prochaine. Et déjà, nous avions constaté que pour ce qui concerne les préfectures, pour être plus précis, la carotte allouée au programme d'assistance conseil a été réévaluée et revalorisée, si on peut le dire. Alors qu'on est au cœur d'une réforme actuellement au niveau du sous-secteur de la décentralisation. Vous allez constater, même d'ailleurs avec moi, que depuis l'avènement du renouveau démocratique, tout secteur confondu, c'est une des réformes majeures et que nous sommes en train quand même d'observer depuis un certain nombre de mois. Donc c'est un appui pour les préfectures pour essayer quand même de revaloriser davantage les préfectures, de recadrer un peu leur partition dans la réussite de cette réforme. C'est déjà d'avoir des préfectures plus outillées, plus aguerries, plus renforcées pour un meilleur appui aux collectivités décentralisées. C'est surtout cela, et évidemment une démocratie locale. Vous savez, tout est lié. Si nous voulons, disons, un développement à la base, il faut bien que nous impliquions tous les acteurs là aussi. C'est cela, c'est ce que nous faisons au niveau central qui nous est demandé donc de faire au niveau des décentralisés. Et donc nous sommes là pour travailler, pour avoir les outils, les moyens qu'il faut pour que nous puissions donc faire en sorte que tous les citoyens à la base soient impliqués, toutes les forces vives soient impliquées à la base. La route Banikoni-Madiatom-Titirou à Parakou sont inquiets. Les dernières pluies diluviennes dans la ville ont causé des dégâts sur la principale infrastructure qui relie les deux quartiers. Une situation qui pourrait être à l'origine des accidents. Les citoyens de la localité appellent les autorités au secours pour éviter le pire. Suivez ce reportage de Kanirou Haïmi et Maké Kako pour en savoir plus. La dégradation du pont reliant les quartiers Titirou à Banikani Madiatom rend difficile la circulation aux usagers de ce axe. Les dernières pluies dans la ville de Parakou ont détruit cette infrastructure routière. Les usagers font appel aux autorités. Le pont là au nord, ça ne va pas. C'est trop gâté et ça fait que ça emporte les gens. On prie Dieu et n'a qu'à pardonner au moins, il n'a qu'à venir nous revoir ça. Parce que ce n'est pas du tout bon. Et la nuit même, si tu n'es pas vigilant là, attention, on prie notre mairie n'a qu'à venir nous aider. Et n'a qu'à pardonner et venir nous regarder ça. C'est depuis l'année surpassée qu'on voyait que ça allait nous lâcher. Mais cette fois-ci, ça a lâché totalement. Et à Parakou ici, il y a beaucoup de ponts qui sont partis. Surtout même le pont de Damala. Avec ici, là, c'est les deux ponts qui sont les ponts qui relient Parakou. Parce que la plupart de l'eau de Parakou, là, c'est par là il passe. Ici, le pont de Damala. Il va falloir qu'on appelle aux autorités de bien vouloir se rappeler de nous. Sinon, pratiquement, là, voilà, ça ne passe pas. Surtout même si c'est le soir qui pleut, là. L'eau envahit tout ici, là. On n'arrive même pas à voir la voie où passer. L'état de dégradation de ce pont inquiète également les apprenants qui empruntent cette voie. L'état de ce pont, là, la manière dont le pont est cassé, il y a une forte pluie. Nous n'arrivons pas à traverser pour aller à l'école. Donc les autres font cours, nous n'arrivons pas à traverser la voie, on reste juste à la maison. Je souhaite aux autorités de venir réparer le pont parce que nous, les élèves, on a des difficultés à traverser pour aller à l'école. Le pont de Titirou là, ça va pas. Hein. On part à l'école, c'est pas ça. Et en plus, c'est même dégradé, juste. On peut même plus passer. Pour passer, on rentre au milieu de la voie. En plus, les motos viennent, les élèves, on marche. Ce n'est pas ça. Ils n'ont qu'à tout faire voir et nous réparer ça. Le jour qu'il y a forte pluie, on ne va pas au coin.
on reste à la maison. Et quand il y a interrogation, quand le prof fait, lui, il s'en fout des explications, c'est zéro. Pour le chef du premier arrondissement, il va falloir que les riverains de cet axe soient patients, car la réparation de ce pont exige de grands moyens financiers et matériels. Or, ce tronçon relie deux grands quartiers populaires de Parakou. Les populations attendent sa reconstruction rapide pour éviter des accidents de la circulation. Voilà. Lutter, combattre ou s'engager à défendre une cause tout en appartenant à une association, une organisation ou un parti politique. C'est ce à quoi s'adonne de plus en plus bon nombre de personnes, d'où le militantisme. Que peut-on comprendre et quels sont les avantages liés à ce genre d'engagement? Élément de réponse dans cet élément signé Ruth Runjo et Dwakapo. Le militantisme, c'est celui-là qui se sent un vrai citoyen, qui respecte les lois de la République, qui est dans des groupes de réflexion par rapport à ce qu'on doit faire pour que la communauté puisse évoluer, sans attendre quoi que ce soit en retour. Voilà une définition du militantisme et quelques valeurs que doivent incarner le militant. Cette forme d'engagement actif a une cause de nature politique, associative ou syndicale avec pour valeur ajoutée la défense d'une idéologie est pourvue de grands avantages pour qui sait attendre. Une patience à laquelle doit s'ajouter le travail, le dynamisme et la persévérance. Il y a un pouvoir dans le militantisme. Il y a la richesse dans le militantisme et très souvent, on ne sait pas, on ne comprend pas, on ne sait pas qu'il y a du lourd et qu'il y a du bien dans le militantisme. Celui qui court derrière le matériel ne peut jamais être un vrai militant. Mais celui qui veut laisser une empreinte, celui qui veut laisser écrire son passage positivement, c'est lui le vrai militant. Et il n'a peur de rien et il ne fait pas de la cachotterie. Il dit les choses telles qu'il les pense. Il n'a pas de calcul, mais il dit les choses dans les règles de l'art, en respectant son vis-à-vis. La première fois que moi je suis allée en France, c'était au cours d'un match amical. Il faut juste croire qu'il y a de l'argent dans le militantisme. Et quand je parle de l'argent vrai, mais argent en tant que relation, argent en tant qu'opportunité et argent en tant que carnet d'adresse. Loin d'être une satisfaction matérielle en priori, le militantisme est l'un des engagements qui contribuent au développement personnel. Ne pas militer, c'est un péché. Parce que vous allez finir et vous allez tous avoir le master, par exemple. Mais qu'est-ce qui va vous différencier de l'autre qui a le même diplôme que vous? C'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui, où quand vous les appelez, s'ils n'ont pas d'intérêt, ils ne viennent pas. Ce n'est pas bon. Et après, ils disent, ah, nous, on nous laisse sur le carreau, on ne nous fait rien. Non, on va vous faire quelque chose. À partir du moment où on constate que vous êtes engagé et que vous avez de la détermination et que le développement de votre milieu vous incombe et que le développement de votre milieu, vous en faites une préoccupation majeure. Militer est important pour contribuer au développement d'un pays, pour se faire entendre et porter à la connaissance de tous son idéologie. Et donc, il peut se faire de diverses manières à travers plusieurs actions, comme la participation aux organisations, la communication ou encore l'organisation des événements éducatifs. Et puis, hors de nos frontières, la Chine appuie le Mali dans sa lutte contre l'insécurité alimentaire. À la demande des autorités de transition maliennes, la République populaire de Chine a offert ce mercredi 19 octobre 1400 kits alimentaires. Ce n'est pas tout. Pékin annonce une aide d'urgence alimentaire d'une valeur de 20 millions de yuan, équivalent à environ 2 milliards de francs CFA. Ce don permettra de secourir plus d'1 million de personnes confrontées à la famine. Reportage. Le contrat de mise à disposition signé
Un carton de sucre symboliquement remis au ministre commissaire à la sécurité alimentaire par l'ambassadeur de Chine. La République populaire de Chine répond ainsi à la sollicitation des autorités de transition du Mali pour atténuer la souffrance de plusieurs milliers de Maliens qui font face à l'insécurité alimentaire. L'ambassade de Chine au Mali, en attendant la suite réservée par sa capitale, vient aujourd'hui en toute amitié exprimer sa disponibilité et sa solidarité par cet appui de 1400 kits alimentaires d'une valeur de 400 000 yuan, soit environ 40 millions de francs CFA, pour être distribués aux personnes démunies à Bamako. Chaque kit est composé de 5 kg de riz, 5 kg de farine de blé, 5 litres d'huile de cuisine, 1 kg de sucre et 600 g de sel. Au Mali, près de 3 millions de personnes sont menacées par la famine, dont 1 200 000 sont déjà sous pression alimentaire depuis le mois de juin. Pour arriver à bout de l'insécurité alimentaire, le gouvernement de transition doit mobiliser 64 000 tonnes de vivres. À ce jour, seulement 34 000 tonnes sont acquises. Pour la mobilisation des 30 000 tonnes manquantes, les autorités font appel aux partenaires stratégiques du Mali. En plus de ces 1400 kits alimentaires, la Chine promet au Mali une aide d'urgence alimentaire plus importante. Dans le but d'aider le gouvernement malien à lutter contre la pénurie alimentaire, le gouvernement chinois a décidé d'accorder au Mali une aide alimentaire d'urgence d'une valeur de 20 millions de yuan, équivalent à environ 2 milliards de francs CFA. Nous allons travailler très étroitement avec le commissariat à la sécurité alimentaire pour que ce don alimentaire arrive au Mali dans les meilleurs délais et qu'il soit distribué à la population la plus touchée par la pénurie alimentaire. Ces 1400 kits alimentaires sont destinés aux camps de déplacés de Bamako et environ. Les autorités de transition du Mali comptent beaucoup sur l'aide alimentaire d'urgence annoncée aujourd'hui par l'ambassadeur de Chine pour pouvoir secourir l'ensemble des personnes confrontées à l'insécurité alimentaire sur toute l'étendue du territoire national. Malik Diallo, Bamako pour CGTN français. Voilà, vous savez tout. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.